Histoire ancienne de l'Afrique du Nord de Stéphane Gsell, le climat de l'Afrique du Nord dans l'Antiquité, suite. 3. Passons à la période pour laquelle nous disposons de documents historiques. Elle commence, nous l'avons dit, au 5e siècle avant Jésus-Christ. D'autre part, l'invasion arabe au 7e siècle de l'ère chrétienne marque pour l'Afrique du Nord la fin de l'Antiquité. Nous parlerons d'abord du Sahara. Des textes, dont quelques-uns ont été souvent cités, prouvent que cette contrée était alors un désert. C'est Hérodote, indiquant au-delà de la zone maritime et de la zone habitée par des bêtes sauvages, citation, une région de sable terriblement sèche et vide de tout. Une zone de sable qui s'étend depuis Thèbes d'Égypte jusqu'aux colonnes d'Héraclès. Au-delà, vers le midi et l'intérieur de la Libye, le pays est désert, sans eau, sans animaux, sans pluie, sans bois, et on n'y trouve aucune humidité. Fin de citation. C'est Théophraste mentionnant, citation, la partie de la Libye où il ne pleut pas, avec des palmiers grands et beaux. C'est Strabon qui nous montre au-delà du littoral la Libye intérieure, citation, déserte, rocailleuse, sablonneuse, stérile et sèche. La région, écrit Diodore de Sicile, qui s'étend au sud de la Cyrénaïque, est stérile et manque d'eau courante. Elle ressemble à une mer, ne présentant aux yeux aucune variété, entourée de déserts difficiles à franchir. On n'y voit ni oiseaux ni quadrupèdes, sauf la gazelle et le bœuf, c'est-à-dire sans doute l'antilope bubale. Ni plantes ni rien qui puisse récréer le regard. Au loin vers l'intérieur, la terre n'offre que des amas de dunes. La plus grande partie de l'Afrique, dite à son tour Pomponius Mela, est inculte et recouverte de sable stérile ou déserte à cause de la sécheresse du ciel et des terres. Le vent violent du sud y pousse les sables comme les vagues de la mer. Citons enfin Sénèque, qui écrivait « Si les solitudes de l'Éthiopie sont sèches et si l'on ne trouve dans l'intérieur de l'Afrique que peu de sources, c'est, dit-on, parce que la nature du ciel y est brûlante et que l'été y règne presque toujours. Aussi les sables arides, qui ne reçoivent que rarement la pluie et la boivent sans retard, s'étendent-ils sans arbres, sans culture. » Fin de citation. Quoique ces divers passages contiennent certains détails contestables, ils ne laissent aucun doute sur la nature désertique du Sahara à l'époque historique. Il convient cependant d'observer qu'au-delà du Maroc, en un point du littoral de l'Atlantique, qui paraît répondre à la Seguia el Hamra, entre les caps Jubi et Bojador, le Carthaginois Hannon remonta un grand fleuve émissaire d'un vaste lac. Celui-ci communiquait avec un autre fleuve plein de crocodiles et d'hippopotames. Ces indications sur lesquelles nous reviendrons montrent que vers le 5e siècle avant notre ère, la région de la Sagia el Hamra offrait un aspect bien différent de celui qu'elle présente aujourd'hui. Mais d'autres textes prouvent aussi que le littoral de l'océan, au sud du Maroc, était déjà un désert. On lit en note, outre le passage de Hannon, dont nous parlerons plus loin, voir Strabon. La Libye à l'intérieur et le long de l'océan est en majeure partie déserte. Le pays des Éthiopiens occidentaux, au-dessus de la Morusie, le long de la mer extérieure, est très peu habité. D'après Artémidore, le pays des Éthiopiens occidentaux est sec et très chaud. Le littoral de l'océan au milieu de l'Afrique est ou torride ou enseveli sous les sables. Fin de note. On doit chercher à expliquer par des causes particulières l'existence des fleuves et du lac mentionnés par Hannon. On ne doit pas conclure que ces assertions, que le Sahara dans son ensemble ait joui d'un climat beaucoup plus humide que de nos jours. Nous venons de citer les auteurs qui attestent le contraire. Il est pourtant probable qu'on le traversait plus facilement.
Si nous sommes très mal renseignés sur les relations que l'Afrique du Nord a eues dans l'Antiquité avec le Soudan, ce n'est pas une raison pour les nier. On lit en note. Athénée parle d'un Carthaginois, Magone, qui traversa 3 fois le désert. Hérodote indique qu'on mettait 30 jours pour aller de chez les Lotophages, c'est-à-dire du littoral entre les deux Syrtes où il y avait des villes de commerce phéniciennes, au pays des Garamantes. Peut-être n'était-ce que la première partie d'une route de caravane conduisant au Soudan. Les Garamantes, chasseurs d'Éthiopiens, ont pu être les convoyeurs et aussi les pourvoyeurs de ces caravanes. Fin de note. Dès l'époque carthaginoise, des caravanes franchirent le Sahara. Plus tard, vers la fin du 1er siècle de notre ère, des troupes conduites par des officiers romains et accompagnées par des Garamantes firent de même. Des pistes partant du rivage des Syrtes s'enfonçaient dans le désert. La grande prospérité des villes de la Tripolitaine, de Leptis Magna, d'Oen, de Sabrata, de Gicti, de Takap, l'occupation par les Romains de certaines oasis qui, au-delà des frontières de l'Empire, commandaient ces routes, ne s'explique guère que par un trafic actif avec le Soudan, trafic dont les maîtres du littoral profitaient et qu'ils cherchaient à protéger, mais qui ne pouvait pas se faire sans l'entremise des indigènes. Comme les Touaregs actuels, les Garamantes durent être les convoyeurs du Sahara. Or, nous savons que l'emploi du dromadaire comme bête de somme est assez récent dans l'Afrique du Nord. Il ne figure pas sur les gravures rupestres préhistoriques. On lit en note, le dromadaire a pourtant existé dans le Tel à une époque très ancienne. Des ossements de cet animal ont été trouvés à Ternlin avec des outils de type kéléen et des restes d'éléphants, d'hippopotames et de rhinocéros. On a aussi constaté l'existence du dromadaire dans quelques stations néolithiques. Il n'est pas impossible qu'il ait disparu avant l'époque historique et qu'il n'ait été réintroduit dans l'Afrique du Nord qu'aux environs de notre ère. Fin de note. On ne connaît, selon M. Basset, aucun nom berbère qui le désigne. On lit en note, tous les dialectes berbères se servent pour désigner le dromadaire d'un mot que M. Basset croit d'origine arabe. Fin de note. Il n'est jamais mentionné au temps de la domination carthaginoise. On lit en note, les Romains qui firent des expéditions en Afrique au cours des premières et secondes guerres puniques ne connurent le dromadaire que plus tard dans leur guerre contre Antiochus. Fin de note. Pline l'Ancien, qui parle des chameaux de la Bactriane et de l'Arabie, qui dit expressément que l'Orient est la patrie de ces animaux, paraît ignorer leur existence dans l'Afrique du Nord. Il y en avait cependant dans cette contrée dès l'époque de Jules César. On lit en note, 22 dromadaires de l'armée de Juba pris par les Romains. Fin de note. Mais on n'en faisait sans doute qu'un usage restreint. On lit en note, une terre cuite de Sousse qui date probablement du second siècle de notre ère représente un homme sur un dromadaire. Il n'est pas certain cependant que cette figurine ait été faite sur un moule fabriqué en Afrique latine. Voir aussi une peinture murale de la région de Sousse qui date du Haut-Empire. Fin de note. Le premier texte qui nous montre un grand nombre de dromadaires servant à des transports à la lisière du désert date du Bas-Empire. On lit en note, Ammien Marcellin, en 363, le général Romanus exige des habitants de Leptis Magna 4000 dromadaires pour faire ces transports. Fin de note. Il est confirmé par d'autres textes du VIe siècle. On lit en note, voir Procope et Corippus. Fin de note. Et par des documents archéologiques.
On lit en note. Meillet de Mathusieux, dans Nouvelles archives d'émission 1904, Girza en Tripolitaine, montre plusieurs images de dromadaires dont l'un est attelé à une charrue. Aucune de ces images ne paraît être antérieure au Bas Empire. Fin de note. Peut-être des découvertes futures permettront-elles d'assigner une date plus reculée à l'emploi général du dromadaire dans les caravanes sahariennes. On lit en note. La prospérité économique de la Tripolitaine prit certainement un grand essor sous la dynastie des Sévères, dont le chef était originaire de Lupus Magna. Ce fut à cette époque que Rome fait des garnisons dans les oasis situées sur les routes du Soudan, ce qui favorisa évidemment le commerce des caravanes. Peut-être le développement du trafic transsaharien fit-il alors adopter définitivement l'usage du dromadaire. Notons qu'à la fin du IIIe siècle, l'Africain Arnob parle du dromadaire comme d'un animal qu'il connaît bien. Fin de note. Cependant, le silence de Pline, qui était allé en Afrique, paraît interdire de remonter plus haut que la fin du 1er siècle. On lit en note. Rolfs a soutenu que le méhari est un animal propre au Sahara, distinct du dromadaire d'origine arabe, mais cette opinion est certainement erronée. Le méhari est un dromadaire dont les qualités de vitesse et d'endurance ont été obtenues par sélection et dressage. Fin de note. Au temps d'Hérodote, au 5e siècle avant notre ère, c'était sur des chars attelés de 4 chevaux que les habitants du Fezzan actuel, les Garamantes, allaient donner la chasse aux Éthiopiens troglodytes, qui vivaient peut-être dans le Tibesti. Les Éthiopiens occidentaux établis sur la côte de l'océan en face de l'île de Cernée, dans un pays privilégié il est vrai, mais enveloppé par le désert, passaient pour de bons cavaliers au IVe siècle avant Jésus-Christ. Outre leurs chevaux, les Garamantes possédaient des bœufs qui servaient de monture et probablement de bêtes de somme. Ils ont pu employer aussi des ânes, quoique aucun texte n'en mentionne. Or, si le dromadaire peut rester une huitaine et même une dizaine de jours sans boire, le cheval, pour ne pas parler du bœuf, est beaucoup plus exigeant. Les indigènes qui s'avançaient à travers le Sahara à cheval ou sur des chars s'astreignaient-ils à emporter des provisions destinées à abreuver et à nourrir leurs bêtes durant plusieurs jours? C'est possible. On lit en note, Strabon dit que pour traverser le désert, les Pharusiens, peuple vivant dans le sud du Maroc, attachent des outres pleines d'eau sous le ventre de leurs chevaux. Fin de note. Cependant, on est en droit de supposer que les points d'eau et aussi les pâturages étaient alors moins espacés le long des pistes du désert. Leur nombre a pu diminuer par suite des progrès des dunes qui s'accumulent de plus en plus dans les anciennes vallées du Sahara. Peut-être aussi les pluies qui alimentaient ces points d'eau sont-elles devenues plus rares, mais il ne faut pas se faire illusion sur la fragilité d'une telle hypothèse.